Bonjour Seth. Bonjour Karim, Bienvenue sur sportautomoto.ma merci et beaucoup. merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Écoute, c'est avec plaisir. Comme tu peux le savoir, d'ailleurs, je vais me permettre de te tutoyer en Bien tant que sûr. passionné, en tant que Marocain. Je vais aller franc jeu et puis te tutoyer. Et il faut savoir une chose que je pense que tu le sais déjà. Beaucoup de Marocains suivent le GDB depuis quelques mois. Écoute, j'en suis super content et super fier. Et ça nous fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on voit un Marocain qui a réussi à être dans le cadre de la passion de l'automobile et, euh, et dans une émission quand même qui a pris une grosse ampleur. Hmm. Et pour cela, j'ai préparé quelques questions pour faire connaître Saad Ben Shamsi et faire connaître le GDB. C'est parti. C'est parti pour les questions? Ok. Alors, Saad, pourrais-tu te présenter à nos abonnés? Bien sûr, je m'appelle Saad Benchemsi, j'ai 37 ans. Je suis né à Casablanca en 1983. J'y ai grandi, j'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Je suis ensuite venu en France pour faire mes études et je suis finalement resté parce que j'ai trouvé un métier qui me plaît. J'ai rencontré une femme que j'ai épousée, j'ai aujourd'hui 2 enfants et je vis pas très loin de Paris. Ok. Alors, que représente l'automobile pour toi? Depuis tout petit, l'automobile, ça représente pour moi la liberté, la capacité à s'amuser. C'est un gros jouet. Et d'ailleurs, l'automobile, comme la moto, tout gamin, je rêvais de prendre le guidon d'une moto, de prendre le volant d'une voiture. Quand on allait à la campagne avec mon père le week-end, dès que je pouvais lui piquer les clés de sa voiture pour faire des tours sur les pistes, bah, je le faisais. Je touchais à peine les pédales et à peine le volant. Il se mettait en passager à côté de moi. Il m'a appris à conduire très très tôt. Euh, et après, ça a continué. Très rapidement, j'ai eu une moto, une ZB50 pour ceux qui connaissent. C'est une moto C'est bien. assez rare. C'est un mini roadster. Ça fait la taille d'une Piwi 80, D'accord. mais en forme de roadster avec un gros réservoir, un phare rond devant. Tu Et quelle t'imagines marque? c'est Honda. C'est Honda. Ok. T'imagines un Ducati Monster, bah, la même chose, mais en 50 cm3, Ah, et avec je vois trois aussi. vitesses sans embrayage, 4 temps. C'était une moto super. J'ai eu Hmm. ça, je devais avoir, je pense, 11 ans ou 12 ans. Et après, Porte- j'ai enchaîné. Pardon? Tu portes le casque à l'époque? Je portais un casque à l'époque parce que j'étais Ah encore bah assez c'est petit pour que mes parents m'y obligent, mais rapidement, et d'ailleurs c'est vraiment très bête et il faut pas le faire, mais rapidement j'ai porté de moins en moins de casques. Mais après la ZB50, j'ai eu une YZ80, une RM125, une CR250 et j'ai fini avec une XR600, pas loin de l'année de mon bac. Et puis après il fallait que je me concentre un petit peu plus sur les études. Mais j'ai fait beaucoup de motos en balade enduro quand j'étais gamin au Maroc. Et dès que j'ai eu mon permis de conduire, voiture, parce que malheureusement, j'ai jamais passé mon permis moto. Dès que j'ai eu mon permis de conduire, j'avais qu'une seule envie, c'était de m'évader. Et donc, j'ai quasiment le lendemain de mon permis, j'ai dit à mes parents, allez, salut, je prends la voiture et je pars avec des copains. Tu vas où? Bah, je sais pas. On trace vers le sud du Maroc et on est allé quasiment jusqu'à Tantan, alors que j'avais jamais dépassé Agadir de ma vie. Mais voilà, je voulais rouler, découvrir mon pays, découvrir des routes, découvrir des gens. Et voilà, c'est un peu ça que ça représente pour moi l'automobile. C'est déjà la capacité à s'évader, à aller loin, à voyager, mais aussi à s'amuser. Et ça, j'ai pu le découvrir un peu plus tard, mais le sport automobile, aller chercher les contraintes de la voiture, chercher de la performance, ça, c'est des choses que j'ai découvert plus tard parce que bah, malheureusement au Maroc, il n'y avait pas vraiment de structure ou de club ou de choses qui me permettaient de faire ça. Euh, donc, mon arrivée en France a été super pour ça parce que bah, j'ai pu découvrir d'autres facettes de l'automobile. tout à fait. D'ailleurs, ça allait être ça ma deuxième question, c'était par rapport au sport automobile, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Et finalement, tu m'en parles parce que ça rejoint l'automobile. Bien sûr. Parce que un passionné d'automobile, c'est automatiquement, il va vers la partie sportive. C'est sûr, mais Et pour autant, j'ai jamais vraiment regardé le sport automobile à la télé. Les seuls trucs que j'ai regardés et qui m'ont vraiment fait rêver, c'est le Paris-Dakar, quand j'étais gamin et qui démarrait encore à Paris et qui finissait encore à Dakar. Tu vois, des noms comme Stéphane Peter Hansel, comme Jean-Louis Schlesser, c'est des trucs qui ont bercé ma jeunesse. Ça me faisait tellement rêver de voir
ces gens bravaient le désert toute la journée à 200 km/h dans les dunes, ça n'avait aucun sens. Et je rêvais de le faire. Quand mes parents me demandaient ce que je voulais faire plus tard, je leur disais ça. Voilà, je veux essayer des voitures de course, je veux faire des courses, je veux faire des rallyes. Voilà, donc Vatanen, Schlesser, Peter Hansel, tout ça, ce sont des gens qui m'ont fait plus que rêver et qui me font encore rêver aujourd'hui. Et donc, en dehors du Dakar, j'ai jamais regardé la Formule 1, par exemple. J'ai Ok. jamais regardé le MotoGP, j'ai jamais. Mais à tel point qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai rencontré Charles Leclerc, on me l'a présenté et je savais pas qui c'était. Et donc, c'est au cours de la discussion que je me suis rendu compte qu'il était pilote de Formule 1, qui quittait Alfa Romeo à l'époque et qui venait de signer chez Ferrari. Mais sinon, pour moi, c'était juste un petit jeune qui était à un dîner, un cocktail auquel j'étais invité aussi. Donc, pour te dire à quel point je connais peu ce monde-là, même si avec le temps, bah voilà, je sais qui est Sébastien Loeb, je sais qui est Sébastien Ogier, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Je saurais pas aller vraiment beaucoup plus dans les détails. Ce qui m'intéresse vraiment dans le sport automobile, c'est l'expérience, c'est d'être le cul dans la voiture, dans le baquet, de serrer mes harnais, et puis c'est parti. C'est ça qui me fait vibrer. Et ça, on y viendra aussi. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du GDB, le garage des blogs? Bien sûr, le garage des blogs, c'est l'histoire qui commence quasiment la première année où je commence à travailler en France. Je suis arrivé en France en 2003 et j'ai commencé à travailler en 2007-2008 en agence de communication. Donc, je sortais d'école de commerce et je me dirigeais vers un métier de consultant en communication digitale. Donc, comment accompagner les marques dans leur communication sur Internet. Et toujours avec cette passion de la voiture à côté. Et je rencontre un collègue qui s'appelle Victor à l'époque, avec qui on crée un blog. On décide de créer un blog qui parlait de voitures. Et donc, à chaque fois qu'on croisait des super voitures dans la rue, on les prenait en photo, on racontait quelques petites histoires en quelques lignes. Et c'est tout. Par la force des choses, ce blog a fait que les marques ont commencé à nous inviter. Donc, Renault Sport nous appelle pour nous dire: Ah, on a vu votre blog, c'est sympa, ça vous branche de venir essayer, je sais pas, à l'époque, c'était la Twingo RS. Oui, bien sûr. Et donc, on a été invité, au même titre que des journalistes, à essayer une voiture de sport par un constructeur. C'était pour nous super. On a rencontré d'autres journalistes, d'autres blogueurs, et on a continué d'être invité à plein d'événements comme ça, régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, par Audi, par Mercedes, par des constructeurs qui voulaient nous inviter pour qu'on prenne des photos, qu'on fasse des vidéos et qu'on écrive des articles au sujet de leur voiture. Et à force de faire ce genre d'événements, bah, on a sympathisé avec d'autres blogueurs avec qui on a décidé de monter un nouveau site ensemble qui s'est appelé le Garage des blogs parce que justement, c'était composé de plusieurs blogs différents. Et on s'est dit que ce serait bien d'avoir un site sur lequel tous ces blogueurs-là allaient raconter leurs expériences automobiles. Donc on était un peu plus d'une dizaine à l'époque et ça remonte à 2012. En 2012, on se pointe au Mondial de l'Auto de Paris avec une vidéo qu'on a tournée sur un circuit en ayant emprunté des voitures à des constructeurs, avec l'un des membres du Garage des blogs qui s'appelle Brice, qui lui est le réalisateur qui produit toutes nos vidéos. C'est lui le monsieur vidéo du GDB. Jusqu'à date d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Et donc, à l'époque, il nous dit: les mecs, moi, écrire des articles, ça me branche pas. En revanche, je peux faire des vidéos. Ok, d'accord. On appelle un circuit, celui de la Ferté-Gaucher dans l'est de Paris. On leur demande si on peut venir. Ils nous accueillent gratuitement. On appelle Audi, on appelle Renault Sport, on appelle Nissan, on appelle Citroën, DS à l'époque. On emprunte quelques voitures sportives et on fait une petite vidéo qui est la vidéo de lancement du Garage des blogs, qui est un collectif de copains et de copines passionnés d'automobile. Et Brice nous fait cette petite vidéo qu'on met sur des iPads et on va au Mondial de Paris. On la montre à tous les constructeurs sur tous les stands en leur disant: salut, on s'appelle le Garage des blogs. Vous nous connaissez déjà peut-être pour nos anciens blogs. On va rien vous demander d'autre que de nous prêter des voitures et nous, on va faire des super vidéos avec. Et c'est comme ça que ça commence en 2012, le Garage des blogs. Et par la force des choses, c'est devenu une chaîne YouTube avec des vidéos plutôt qualitatives parce que justement, c'est Brice dont c'est le métier qui fait ces vidéos. On n'est pas des youtubeurs qui nous filmons avec nos téléphones, non pas que ça soit pas bien, c'est super, mais c'est juste que nous, tout de suite, on a pris la direction de vidéos de très grande qualité et on faisait une approche professionnelle et télévisuelle sur YouTube. Oui. Mais tout ça, c'était fait sur notre temps personnel, notre temps de loisir. C'était le week-end, les vacances. Le reste du temps, j'étais toujours consultant en marketing digital. Brice, lui, a sa boîte de production vidéo et il travaillait pour ses clients.
tout le monde, tous les membres du Garage et Blog avaient leur métier à côté. Donc de temps en temps, le week-end, on se retrouvait. Parfois, c'était 3 fois par mois, parfois, c'était 1 fois par an. Ce qui fait que D'accord. les réseaux sociaux, le site, la chaîne YouTube, c'était très fluctuant. Il n'y avait pas vraiment de régularité. C'était vraiment un hobby, une passion que tu fais quand tu as le temps de le faire. Avec le temps, on était 10 ou 11 au départ. On a fini à 4 parce qu'il y en a qui déménagent, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui changent de métier, il y en a qui sont embauchés par des employeurs qui leur disent à partir d'aujourd'hui, tu n'essayes plus de voitures parce que ce sont des employeurs qui sont constructeurs eux-mêmes. Tu n'essayes plus d'autres voitures que les nôtres. Donc, on finit par être 4. Et la professionnalisation ayant continué, on a décidé de renforcer le Garage et Blog pour pas que ce soit uniquement un loisir, mais que ça devienne aussi notre métier. Et donc, on a créé ensemble une société. On est 4 associés aujourd'hui. Brice qui fait des vidéos, moi-même, Guillaume et Antoine, qui sont les 3 personnes que vous voyez généralement à l'image. Brice aussi apparaît de temps en temps à l'image, mais beaucoup plus rarement. Il est beaucoup plus en backstage. On est 4 associés dans une boîte qui s'appelle GDB Media et qui fait plusieurs choses. Qui fait l'édition du site web gdb.tv, de la chaîne YouTube, du compte Instagram, de la page Facebook, et qui fait aussi du conseil en communication et en production de contenu pour les marques liées à l'automobile ou à la moto. Donc, Qui est les aussi vidéos, tout dépend. Il y a beaucoup de vidéos qui sont faites par le Garage et Blog, mais pour lesquelles tu te douteras jamais que c'est le Garage et Blog qui les a faites parce qu'on n'y apparaît pas. Brice, par exemple, a énormément bossé pour Peugeot ou pour Peugeot Sport, pour qui il a fait des vidéos où on ne voit que Peugeot ou Peugeot Sport dedans. On ne voit pas du tout le Garage et Blog. On est tous derrière la caméra, ou à l'organisation, ou à l'écriture des scripts, ou on intervient comme consultant en production de contenu. D'accord. Et pour le reste, on a notre vitrine, qui est la chaîne YouTube du Garage des Blogs aujourd'hui, où tous les vendredis, il y a une nouvelle vidéo, soit de moi, soit de Antoine, soit de Brice, soit de Guillaume, où on est face caméra et on raconte un essai, où on fait un tas 5 minutes pour vulgariser un sujet de l'automobile. Et voilà, pour revenir au format à 5 minutes, c'est justement le format qui a fait exploser la chaîne. De 2012 à 2020, la chaîne YouTube était à 12 000 abonnés, bloquée à 12 000 abonnés. On gagnait un abonné par mois. Et en 2020, en mars 2020, la France est confinée à cause du coronavirus. Pardon ? Le monde est confiné. Le monde est confiné, tout à fait. Et donc, on se retrouve bloqué à la maison. Et on se dit que c'est peut-être l'occasion de relancer notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Et à ce moment-là, ça faisait quelques mois qu'on venait de terminer un contrat avec la télévision, avec Automoto la chaîne, anciennement AB Moteur, pour qui on avait produit et animé une émission de 24 épisodes. D'accord. Dans cette émission de 24 épisodes, il y avait une séquence qui s'appelait « T'as 5 minutes », où c'était moi qui, face caméra, faisait de la vulgarisation sur un sujet automobile, sur qui est Jean Ragnotti, qui est Harry Vatanen, sur la BMW M5, sur qu'est-ce que c'est que Brabus ou AMG. Et quand on a fait cette émission de télé cette émission pour la télévision, on avait par contrat avec eux défini qu'on avait le droit d'utiliser nous, sur notre chaîne Garage des Blogs, indépendamment de la télé, 10 minutes de chaque épisode. Ce que nous n'avions pas fait jusqu'ici. À nous de les choisir. Mais on s'était dit, en fait, on savait qu'en faisant de la télévision, on allait arrêter de faire du digital, on allait arrêter de faire du contenu pour nous. Parce que 24 épisodes à produire sur une année, en fait, tu es tout le temps en tournage. Tout le temps, et tu n'as plus le temps de faire des vidéos pour toi. Ok. Ouais, c'est ça. Et c'était ça, c'était une diffusion tous les 15 jours. Donc, il fallait qu'on arrive à tourner tout ce qu'il fallait. On savait que notre chaîne YouTube allait être mise en sommeil. Donc, avant de commencer, on met dans notre contrat avec eux qu'on veut récupérer à un moment donné, soit au fur et à mesure, soit à la fin, 10 minutes de chaque épisode. Ils sont d'accord avec ça. Donc, on fait notre vie, on fait notre émission de télé. L'émission de télé se termine, le contrat s'arrête. On est confiné. On se demande ce qu'on fait de ces fameuses 10 minutes qu'on peut utiliser. Et on décide de récupérer, tous les 4, on décide de n'utiliser que la séquence à 5 minutes, de la sortir des 24 épisodes et de mettre en ligne d'un seul coup les 24 à 5 minutes sur notre chaîne YouTube. Comme si c'était 24 nouvelles vidéos. Or, c'était des vidéos qui avaient, pour certaines, 1 an, qui remontaient au tout début de l'émission de télé. On ne savait pas trop ce qui allait se passer à ce moment-là. Soit ça allait faire 1000 vues, comme nos vidéos de l'époque, soit ça allait exploser. Et bien, il se trouve que ça a explosé. Et en quelques semaines, on est passé de 12 000 abonnés à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Au bout de 3 mois, on était à 100 000 abonnés. Au bout de 3 mois.
En 3 mois, ouais. En 3 mois, on était à D'accord, 100 000 abonnés. parce que effectivement, c'est sur cette période que l'on a commencé à vous connaître, que je vous ai découvert. J'ai découvert la chaîne, j'ai découvert ça, et j'ai commencé à bombarder sur toute notre plateforme. C'est gentil. Donc, je- euh, j'ai j'ai participé à ce développement. Eh ben, c'est super gentil. C'est super gentil. Mais en fait, YouTube, personne ne sait trop comment ça fonctionne, mais il y a un moment, parfois, tu tombes sur une recette magique qui fait que quand tu mets ta vidéo en ligne, elle explose. YouTube se met à la montrer à des gens qui ne sont pas abonnés à ta chaîne, et plus des gens qui ne sont pas abonnés à ta chaîne la regardent, plus elle sera vue et plus tu commences à grossir, ça fait boule de neige. Et donc, on se rend compte que ce format à 5 minutes, en fait, il a un potentiel énorme pour nous et que euh, on allait peut-être devenir une grosse chaîne YouTube. Et donc, on se dit qu'il faut qu'on continue et que quand bien même on est confiné, comment est-ce qu'on fait pour continuer de produire du contenu et alimenter la machine? Parce que le problème avec YouTube, c'est que si tu arrêtes de mettre des vidéos en ligne, ça retombe Tout exactement à comme fait. c'est remonté. Donc là, c'est Brice, qui est celui qui est en charge de la vidéo chez nous, qui nous aide à monter des petits studios chez nous à la maison. Donc, on va au bureau, on récupère chacun une caméra, un boîtier, une GoPro, un trépied, de la lumière, un micro, et on installe chez nous des petits studios pour enregistrer tout seul. Donc, on écrit nos scripts à la maison, on s'enregistre tout seul comme des grands, et on envoie les vidéos à Brice par mail, et il fait le montage chez lui. Et on continue de mettre les vidéos en ligne une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et ça fonctionne à chaque mise en ligne de vidéo, plus de 1000, plus 3000 abonnés, plusieurs centaines de milliers de vues. Donc voilà, une super histoire, un succès qu'on n'attendait pas, derrière lequel on ne courait pas. Mais maintenant qu'il est arrivé, ben, on essaye de continuer. On essaye de D'accord. continuer en y consacrant du temps. Alors, certaines de nos vidéos sont soutenues ou sponsorisées par des marques. Ça nous permet d'amortir ce temps. Ben, on est tous indépendants à notre compte. Donc, du temps passé à faire des vidéos pour le Garage des Blogs, c'est du temps passé à ne pas travailler, donc à ne pas générer de revenus pour nous. Il faut bien qu'on paye nos loyers, nos traites. Donc, il y a une partie des vidéos du Garage des Blogs qui sont sponsorisées par des marques, une partie qu'on continue de faire de façon totalement spontanée et gratuite. Et nos revenus aujourd'hui proviennent de nos métiers à côté plus que du Garage des Blogs. Le Garage des D'accord. Blogs, c'est la vitrine qui nous permet d'aller chercher des clients pour nos métiers. Donc, Ah, ce n'est toujours pas votre travail principal. non, je pense que c'est 30% de notre travail. C'est D'accord. 100% c'est 100% de notre vitrine et c'est 30% de notre revenu, je pense. Tu vois, D'accord. parce que moi, à côté, mon autre casquette, c'est consultant en communication digitale pour les constructeurs automobiles et motos. D'accord. Donc, tu Donc, restes dans le c'est monde ça. de Et plus le garage des blogs grossit, plus je suis légitime et crédible lorsque je vais voir un client ou un prospect pour lui dire est-ce que tu veux que je t'accompagne dans ta communication? oui. C'est beaucoup plus facile quand tu arrives et que tu produis toi-même des vidéos toutes les semaines, que tu as une chaîne YouTube avec 120 000 ou 130 000 abonnés, tu es beaucoup plus crédible. Donc, si tu veux, ça fait un, un, un effet positif, ça fait un engrenage positif qui fait que plus le garage des blogs grossit, plus on arrive à aller chercher des clients et donc à en faire notre métier. Voilà. Et Voilà. au final, on peut dire que tu travailles dans le cadre de ta passion et c'est le cas aussi de tes collègues collaborateurs. Ah bah, pour des passionnés d'automobile, faire ce qu'on fait, c'est quand même pas le pire des métiers, hein. Le dernier tournage en date, on était sur notre circuit, je dis notre circuit, c'est notre quartier général. C'est un circuit qu'on a beaucoup loué quand on faisait l'émission de télévision. Aujourd'hui, ils sont devenus de très bons amis et donc on peut y aller comme chez nous. On les appelle, si le circuit n'est pas occupé, on y va, on est à la maison, on pousse la porte, on fait ce qu'on a envie de faire. Et la dernière fois, on y était avec une Porsche 911 Turbo S et une Audi RS6 toute la journée à rien faire d'autre que des glissades sur un circuit. Il y a pire comme métier pour un passionné. Donc oui, euh, on fait tous ce truc qui nous passionne. C'est à peine croyable. Quand je me souviens toujours quand j'étais petit, je disais à mes parents, je veux être essayeur automobile. Euh, Eux, ils me répondaient que c'était un métier qui n'existait pas. Mhm. Et même dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant, que ça soit à ce point, si tu veux. Euh, il suffit de passer un coup de fil et on nous prête une AMG, une M ou une Porsche ou une Audi RS à la demande. À la demande, c'est fou. Et c'est le rêve pour un passionné. Ouais. Alors, je vais passer à la question suivante.
Et ça te concerne toi, Saad. Ouais, je t'écoute. L'homme qui crie Ouais. est un personnage de l'émission ou c'est un trait de ton caractère? C'est entièrement un personnage de l'émission. D'accord. Et qui est, pour être tout à fait honnête, inspiré d'une chaîne YouTube qui existait déjà avant nous, qui s'appelle OK. Donut Media. Donut Media, c'est une chaîne américaine, et ils ont un programme, une émission qui s'appelle Up to Speed, qui est exactement l'équivalent d'un T5M, mais en anglais, et avec un autre présentateur, avec sa façon de faire. Mais OK. ce type, ce mec qui s'appelle James, m'a énormément inspiré parce que je me suis rendu compte que tu pouvais transformer un sujet un peu chiant, parler 20 minutes d'un modèle de voiture, pour des gens qui sont pas forcément passionnés à la base, c'est chiant, c'est long. Oui. Ça nous arrive à tous en tant que passionnés de discuter avec des copains ou des copines qui le sont pas forcément, et on voit bien Ouais. dans leurs yeux qu'au bout de 5 minutes, ils ont envie qu'on change de sujet. Et ben, en regardant ce mec, il m'a énormément inspiré parce que je me suis rendu compte que si tu te mets à jouer un personnage complètement débile, à parler très vite, à parler très fort et à faire des blagues, bah, tu arrives à capter l'attention beaucoup plus. Donc, ça n'est pas ma vraie personnalité. Ça en fait forcément partie. Je pense, c'est une version exacerbée de moi, une version exagérée de moi, euh, D'accord. mais qui permet de donner du rythme, qui plaît pas à tout le monde. Il y a Oui. encore quelques personnes parfois qui se plaignent que je parle trop fort, que je crie trop fort, que parfois je suis un peu grossier, mais euh, j'ai pas trouvé d'autres recettes pour capter l'attention pendant 20 minutes ou plus des gens. Et Moi, c'est je le te cas. dirais, c'est c'est très bien. Ça nous fait sortir de l'ordinaire. C'est une belle approche. Et le fait de monter dans le temps et à certains moments garder un rythme assez soutenu, c'est bien. Ça capte notre attention, tout simplement. Moi, je t'ai découvert avec ça, avec le T5M et avec le personnage de l'homme qui crie. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'histoire de la légende des rallyes, Harry Vatanen, avec le GDP? C'est quand même assez exceptionnel de découvrir Harry Vatanen dans une nouvelle émission qui vient d'apparaître. Eh ben, je te disais tout à l'heure, quand j'étais petit, je le voyais. J'avais les images de Harry en groupe B, de sa victoire au Monte-Carlo devant Audi, alors même qu'il avait 8 minutes de retard, il a réussi à remonter et il passe devant Rohrl. J'ai les images de lui au Dakar. Il y a ce film Climb Dance où il y a la montée de Harry au volant de la 405 avec son geste mythique où il fait par soleil avec sa main. Donc, si tu veux, jusqu'à il y a 3-4 ans, pour moi, Harry Vatanen, c'est un demi-dieu, c'est un truc inatteignable. Ça restera, ça fait partie des choses qui me font rêver. Un jour, l'un des membres du Garage des Blogs est invité par BMW à participer au Tour Auto. Le Tour Auto, c'est un rallye de régularité plutôt sur les voitures anciennes en France. C'est BMW qui invite, c'est pas moi qui y vais à ce moment-là parce que je n'étais pas disponible, c'était Antoine ou Guillaume, je crois. Euh, et l'invitation dit bonjour, on t'invite à venir faire une journée ou 2 journées sur le Tour Auto en passager de Harry Vatanen, qui est ambassadeur de BMW. Donc tout commence comme ça. Tout commence comme ça. Ça aurait pu commencer et s'arrêter comme ça parce que des pilotes, on en a côtoyé plein. Vraiment, beaucoup. Des grands pilotes, mais très souvent, comme ce sont des gens très occupés, ce sont des gens extrêmement concentrés sur la compétition, bah, tu les rencontres, une fois que la rencontre est terminée, l'histoire s'arrête là. Oui. Sauf que Harry, c'est quelqu'un de très particulier. Il est hyper ouvert, il est humain comme tu peux pas imaginer, il est sociable comme tu peux pas imaginer. Donc, à la suite de cet événement, Harry est devenu un ami du Garage des Blogs. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui Antoine ou Guillaume, je sais plus encore une fois qui y était, s'est mis à échanger par SMS avec lui régulièrement. Donc, D'accord. on avait le numéro de téléphone de Harry Vatanen. Puis, il y a eu d'autres événements, d'autres moments où on l'a recroisé, où on s'est revus, et Harry était devenu un copain du GDB. Le jour où on discute avec la télévision pour la production de notre émission de télé, euh, la production nous dit ce serait bien quand même que, en plus de vous trois à l'image, il y ait une personnalité, quelqu'un d'un peu connu. Et là, on leur dit bah, on peut proposer à Harry. Harry qui? Harry Vatanen. Oui, vous le connaissez? Oui, bien sûr, on le connaît. On lui passe un coup de fil, on lui en parle, il nous dit les mecs, si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit non, mais comme c'est vous, je suis d'accord. Et donc, Harry a été avec nous sur 24 épisodes. Il était là au tournage d'au moins 5 ou 6.
Donc, il était avec nous à table, à l'hôtel, dans les voitures. Je l'ai conduit, il m'a conduit. On a fait des têtes à queue ensemble. Enfin, voilà, c'est vraiment devenu, un ami avec qui on échange régulièrement. Et jusqu'à date d'aujourd'hui, même après l'émission de Automoto la chaîne, même après ça, vous le retrouvez, vous faites Et des pas, choses. pas plus tard qu'hier, il m'envoie un SMS pour me dire ça, j'ai un problème avec mon compte Instagram. Est-ce que tu peux m'appeler, s'il te plaît, pour qu'on trouve une solution? Donc oui, on continue de se parler régulièrement à chaque fois alors il vit entre la Laponie et le sud de la France, Oui. et à chaque fois qu'il passe à Paris ou en région parisienne, on essaye de se croiser. Ouais. Ouais. Parce que je vois qu'il fait en fait du coaching de pilotage. Ouais, Donc il le fait en Laponie, en glisse, et au exactement. sud de la France, je sais. Non, Oui, sud de la France, c'est sa maison. Il y travaille pas d'accord. particulièrement. Enfin, si, je crois qu'il cultive. Il doit avoir des vignes et de la lavande. Tu vois. Enfin, il Ouais. est agriculteur à la retraite. Ouais. Dans son petit village. Mais oui, c'est son fils, je crois, Max, qui a monté une école de pilotage en Laponie, et Harry y est régulièrement Ah, pour- d'accord. Donc, SMG, c'est à son fils. OK. Ouais. Mm. Et Harry, bah, il a beau avoir l'âge qu'il a, il a un peu plus de 70 ans, si je te dis pas de bêtises. C'est toujours un enfant au volant. Hein. Tu le mets dans une voiture, il est intenable. Intenable. Il passe son temps à tirer des freins à main, à faire des donuts, à glisser. Un gamin. Donc, je vais passer à quelques questions qui te concernent toi et de ce que tu as fait pendant le GDB. Alors, quelle est la voiture de sport que tu as pilotée et qui t'a le plus marqué? Qui m'a le plus marqué, ça ne veut pas dire la plus puissante, ça ne veut pas dire la plus Non, rapide, ça ne veut pas pas le dire plus marqué. celle qui m'a le plus marqué et qui a Je parle de changé voiture, ouais, pas de et qui a ton. changé complètement ma perception de comment dire de la performance de la voiture de sport. Euh, c'est la Caterham, qui est une D'accord. voiture qui fait 500 kilos. La première que j'ai conduite, elle devait faire, je pense, 150 chevaux. Euh, Avant de conduire cette voiture, pour moi, une voiture performante, c'était une voiture avec le maximum de chevaux possible. Je sais pas moi, une Nissan GT-R reprogrammée à 800 chevaux, c'était ça pour moi une voiture de sport. Euh, et plus c'était puissant et mieux c'était. Sauf que ce que mon cerveau de débile ne comprenait pas, c'est qu'il y a un truc beaucoup plus important que la puissance, c'est le rapport poids-puissance. Et tu as Mm, beau avoir des chevaux, si ta voiture est lourde, bah, elle tournera moins bien. Et heureusement qu'il y a mm. autant de chevaux pour l'entraîner si elle est lourde. Et puis tu vas bouffer des freins, tu vas bouffer du pneu, tu vas galérer dans le sinueux. Donc, un jour, je mets mes fesses dans une Caterham. C'était sur une invitation d'une marque de pneus qui s'appelle Continental et qui nous emmène faire le tour du lac de Caume pour essayer les nouveaux pneus Continental. Et on est tous dans des Caterham. Je découvre cette voiture et j'en tombe amoureux immédiatement. Immédiatement. Alors, c'est dépouillé au possible. Hein. Tu te fais mal partout tellement c'est étroit. Tu n'as pas de place. Si tu portes pas des bottines de pilotage, tu touches toutes les pédales en même temps avec ton pied. Mais dès lors que tu fais les premiers tours de roue, tu te rends compte, en fait, tu comprends que le poids, ça fait tout. Et Oui. avec 150 chevaux, tu déposes tout ce qui roule. Tout ce qui roule. Et après, il y a eu une histoire d'amour qui a commencé entre Caterham et moi et Caterham et le GDB. On se met à essayer un peu tous les modèles de la gamme. Et il y a 2 ou 3 ans, on a été ambassadeur de la Coupe Caterham France, qui a une catégorie qui s'appelle la Caterham Academy, qui est réservée aux gens qui n'ont jamais eu de licence de pilote. Donc, il faut que tu OK. sois pour la première fois licencié. A Mhm. priori, tu as peu d'expérience, du coup. Tu achètes ta voiture. Et quand tu achètes ta voiture, c'est un package avec la voiture et l'engagement sur 6 courses. Sur 6 vraies courses, hein, sur des cool Ah, circuits, d'accord. sur le circuit du Paul Ricard, sur Haute-Saintonge, sur Nogaro. Donc, tu achètes la voiture, je crois que le ticket d'entrée était à 39 000 euros, 40 000 euros. 40 000 euros, tu as ta voiture neuve, préparée pour la piste, et l'engagement payé pour 6 courses. C'est bien, c'est une très bonne formule. Ah bah c'est super, et c'est une super Pour motiver. école du pilotage et de la performance. Et Mm. donc, ils nous proposent d'être les ambassadeurs de l'académie, donc de ce truc pour les débutants. On accepte, bien évidemment. Et on se divise les 6 courses avec Antoine, 3 et 3. J'en fais 3, il en fait 3. Et on se retrouve bah, sur des super circuits, sur des vrais circuits, dont le Paul Ricard, qui est un circuit de Formule 1 quand même. Euh, Oui.
avec entre 30 et 40 autres voitures strictement identiques, qui eux avaient le couteau entre les dents. Ils avaient tous acheté leur voiture. Nous, Caterham nous invitait, nous donnait la voiture, on n'avait qu'à poser nos fesses, tout était prêt. Enfin, le seul truc que j'ai acheté, c'est une combinaison, un casque et un hand. Un driver. Ouais, c'est ça. Donc, une chance inouïe, même pas besoin d'acheter la voiture ou de louer ou de quoi que ce soit. On avait juste à se rendre sur place et à monter dans la voiture et à faire la course. Alors, nos résultats ont été très mauvais parce que la course automobile, c'est un truc. Piloter une Caterham, pardon, c'est un truc aussi. C'est à la fois hyper facile parce que tu apprends tout. Il y a zéro assistance, hein, pas de direction assistée, pas d'assistance au freinage, pas d'ABS, pas d'antipatinage. Donc c'est une très bonne école, c'est hyper prévenant. Quand ça part en glisse, c'est assez facile à tenir. Mais sur le circuit, ils faisaient tous du sim racing chez eux, soir et week-end. Ils roulaient avec leur voiture entre les courses. Ils les emmenaient sur circuit pour s'entraîner. Nous, pas du tout. Donc, à chaque course, tout le monde avait énormément progressé et nous, on était toujours à notre niveau de pilotage qui est pas génial. Donc, on était plutôt en bas, voire très en bas de grille, mais c'était une expérience. Ouais, on a fait un épisode de l'émission de télé qu'on a consacré à justement la Caterham Academy. Bonjour, j'ai jamais piloté de voiture de course. Comment est-ce que je fais ? Et là, il y a Vincent Beltoise qui m'explique comment la voiture fonctionne, etc. Donc ouais, on a fait un épisode là-dessus et c'est une super école. Et sincèrement, si vous en avez les moyens et que vous cherchez une voiture de sport, mais une voiture de sport, c'est-à-dire faite pour la performance et pour rien d'autre, hein, parce qu'il y a 3 gouttes de pluie, on est dans une baignoire, dans une Caterham, on est trempé. Sur la route, c'est un enfer, c'est pas insonorisé, il y a à peine un toit, vite fait des portières, mais sinon c'est un châssis redoutable, 4 roues, des bons freins, et voilà. 500 kilos, ça fait que avec 150 chevaux, c'est une catapulte. C'est une catapulte. Donc voilà, la voiture qui m'a le plus impressionné de mon histoire avec l'automobile, c'est celle-ci, parce qu'elle m'a fait changer de façon de réfléchir. À un moment où j'étais convaincu que c'était la puissance qui faisait tout, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le poids qui fait tout. Parce qu'avec une voiture plus légère, tu peux freiner beaucoup plus tard, tu peux passer beaucoup plus vite dans les virages sans que le poids de la voiture t'emmène, parce qu'il y a les lois de la physique. Et dès lors que tu comprends ce que c'est qu'un transfert de masse, ou que tu te rends compte que pour arrêter une voiture de 2 tonnes au bout d'une ligne droite quand tu es à 200 km/h, tu as beau avoir des freins en carbone céramique, il y a la physique qui est là. Et ton seul lien avec le sol étant des pneus. Donc, en tout, tu fais la somme des surfaces en contact avec le sol de tes pneus, ça fait à peine la taille d'une feuille A4. Hein, donc, arrêter une voiture de 2 tonnes à une grande vitesse, c'est compliqué. En revanche, arrêter une voiture de 500 kg, c'est beaucoup plus simple. Tout à fait. Donc, depuis, voilà, la légèreté, c'est devenu mon nouveau truc. Et d'ailleurs, moi je le dis et je le redis souvent aux gens qui veulent commencer, beaucoup de gens voient le karting comme si c'était des jouets, alors qu'ils ne sont pas encore montés dedans et ils ne réalisent pas. Un kart, c'est en termes de rapport poids-puissance, c'est énorme. C'est l'équivalent d'une Porsche Turbo, 911 Turbo. Bien sûr. Et c'est la légèreté, ça freine sur les 10 derniers mètres et ainsi de suite. D'ailleurs, j'allais te poser la prochaine question. Elle est concernée les voitures de compétition qui t'ont le plus marqué, la voiture de compétition qui t'a le plus marqué, mais finalement, c'est aussi la C'est aussi la Caterham. En voiture de compétition, il y en a une autre qui m'a marqué parce que j'ai eu la chance, très tôt après mon arrivée en France, d'avoir de faire la connaissance d'un pote qui, lui, faisait du rallye en amateur. Donc, je fais sa connaissance, il fait du rallye en amateur, je vais assister à quelques-unes de ses courses. Et avec son copilote de l'époque, ils font une sortie de route, ils font des tonneaux avec la voiture, il leur arrive rien, hein. Ils n'ont rien du tout, mais la voiture était détruite. Son copilote décide d'arrêter le rallye et il me propose de devenir son nouveau copilote. Et avant ça, il fallait qu'on reconstruise la voiture. Donc lui, il a racheté la même caisse, c'était une Peugeot 106, il rachète la même caisse avec les arceaux dedans, on l'a posée dans son garage et à côté, il y avait la voiture accidentée qu'il fallait complètement démonter et remonter dans la nouvelle. Donc déjà, pendant plusieurs mois, je le rejoins tous les week-ends. Il habitait à 3 heures de chez moi, hein, mais tous les week-ends, je le rejoignais et puis on passait des heures à démonter l'ancienne voiture, remonter la nouvelle. Et à chaque fois que je revenais le week-end, lui, il avait beaucoup avancé la semaine. Donc, il a beaucoup plus travaillé que moi en réalité. Tu as mis ta main à la pâte. J'ai mis ma main à la pâte, oui. Dans cette voiture, il y a quelques boulons qui ont été serrés par moi et quelques faisceaux qui ont été posés par moi aussi.
Et quelques mois plus tard, on s'engage à notre premier rallye ensemble, moi en copilote, lui en pilote. Euh, J'étais hyper fier parce que j'ai mis le drapeau marocain sur une voiture de course Ah, avec mon nom à côté et ça, que c'est c'était un peu inédit. Et donc, pourquoi cette voiture de course, qui est une voiture de compétition, m'a marqué? Justement parce que c'est une toute petite voiture. C'est une Peugeot 106 Rallye avec un moteur 1,3 litre qui fait 100 chevaux. Et pendant qu'on la construisait, je me disais, mais on va se traîner quand même. Qu'est-ce qu'on va faire avec une voiture de 100 chevaux? Alors, elle fait 700 kilos ou 750, je crois. Mais malgré ça, je me disais que ça allait pas être foufou. Et là, en plus de la légèreté, je découvre qu'il y a un autre truc, c'est la conception d'un châssis qui fait tout. Une voiture vidée avec un arceau et avec un carrossage négatif sur les roues, bah, tout de suite, en fait, tu passes 3 fois plus vite dans les virages et t'as beau avoir que 100 chevaux, c'est une voiture de course qui ressemble plus à une voiture de course qu'à une voiture de tous les jours. Donc, cette voiture m'a vraiment impressionné parce que bah, ça avait beau être qu'une Peugeot 106. Les sensations qu'elle procurait étaient beaucoup plus grandes que n'importe quelle bagnole. Bah, déjà, il n'y avait plus d'insonorisation, il n'y avait plus rien. Tu montes dans une voiture, c'est la première fois que je montais dans une voiture, que je mettais un Hans, des harnais, que je m'attachais. Et que voilà, c'est la course, la Et que vraie. ça roule sur une petite départementale, une route qui fait 2,50 m de large. Ouais, où tu roules à 160, 170 et que ta limite, quand les lignes droites sont trop grandes, c'est le rupteur en cinquième. Ouais, Et donc, tu fais quelques secondes au rupteur en cinquième et oui, c'est incroyable. Et à la moindre erreur, bah, tu finis dans les champs, tu fais des tonneaux. ouais. Alors, nous, on n'a pas fait de tonneaux, mais on a quand même terminé. On a fait 6 ou 7 courses ensemble. Et à la dernière, on a fini le nez dans un petit fossé. Alors, rien du tout. Mais il y avait plein Ok, d'eau. La voiture s'est remplie d'eau. Et ok. voilà. Et après, bah, moi, je crois que j'étais pas très loin d'avoir mon premier enfant. Lui, déménager de France aux Pays-Bas. Et donc, la voiture a été vendue, on est toujours en contact. Et voilà. D'accord. Alors, quelle est la voiture de compétition que tu rêverais de piloter? Ah, la voiture de compétition que je rêverais de piloter, il y en a plein, je pense. J'adorerais essayer une Porsche 911 RSR. En fait, j'aime les voitures de compétition qui continuent d'avoir une vie en dehors du grip. Ok. Je suis pas un assez bon pilote pour aller chercher quelques secondes sur un chrono. En revanche, je m'amuse, je m'éclate à mettre les voitures en dérive. Donc, toutes les voitures de compétition où il n'y a pas trop d'aéro, pas trop d'appui aéro pour que l'arrière continue d'être un peu joueur, où la vitesse maxi n'est pas forcément le truc le plus important. Euh, donc, tout ce qui est Porsche de compétition, quelle qu'elle soit, tout ce qui est Caterham de compétition, Lotus, toutes ces bagnoles me font rêver. Et d'autres bagnoles qui me font vraiment rêver en compétition, c'est les WRC, les voitures de rallye. Ok. Ça, Quatre motrices, 350, 400 chevaux, voilà, pour faire des longues dérives à 150 km/h des quatre roues. Et en voiture de sport, la voiture de sport qui te fait rêver? Voiture de sport qui me fait rêver, je dirais la 911 Turbo S que j'ai essayé il y a quelques semaines. Là. C'est une voiture incroyable. Ça ressemble à une GT. C'est plein de cuir, d'Alcantara. C'est censé être une voiture plutôt typée confort. C'est pas une Porsche 911 GT3 ou GT3 RS qui, elles, sont arsautées, vidées. Oui, La 911 Turbo S, quelqu'un qui s'y connaît pas pourrait être dans une Panamera ou tu vois, dans un truc vraiment plus confort. Sauf qu'en réalité, c'est une arme. C'est une arme. tout à Donc, fait. c'est- c'est- j'adore cette bagnole. J'adore cette bagnole. Et prochaine question. Bon, je pense que tu as répondu au début sur quelques. Tu nous as donné un petit peu quelques idées sur la réponse. Quelles sont les courses que tu regardes à la télé ou sur le net? Est-ce que ça t'arrive à date d'aujourd'hui de regarder des courses? Pas du tout. Donc, je pense Pas que du tu tout. regardes l'émission GDB maintenant. Ouais, ouais, oui, vraiment, je vis ma passion de l'automobile à travers mon expérience de l'automobile, donc à travers Oui, tous les essais que j'ai la chance de faire, à travers tous les tournages que j'ai la chance de faire, à travers tous les événements auxquels on m'invite. Et en dehors de ces moments, qui représentent quand même beaucoup de temps, hein, c'est la majorité de mon temps, quand je suis à la maison, il n'y a pas trop de. Je pense pas trop ou je fais pas trop automobile.
Je pense que je fatigue déjà suffisamment ma famille avec tous mes déplacements, mes tournages, le nombre de voitures. Enfin, mes voisins doivent croire que je suis trafiquant de drogue tellement il y a de voitures qui défilent. Ouais, Donc non, à la maison, je regarde pas trop le sport auto ou le sport moto. d'accord. Quelle serait pour toi la compétition ultime à laquelle tu souhaiterais participer? Eh bien, le Dakar ou les 24 heures du Mans. OK, d'accord. Parce Deux qu'il y a grands une vraie, événements. ouais, on sort du mécanisme où il faut gratter des secondes. Et Ouais, il y a des questions de longévité, de mental, du travail d'équipe énormément. Euh, et rien n'est perdu, rien n'est gagné tant que la course n'est pas finie. Et voilà, on l'a vu. Je sais pas, je regarde pas beaucoup le sport auto, mais par exemple les 24 heures du Mans, je regarde souvent les dernières heures. d'accord. Et je me souviens de l'année où Toyota, la voiture s'arrête. Je sais pas, c'était 1 minute avant la fin. C'était son dernier tour, je crois. Et elle s'arrête et Toyota perd alors qu'ils étaient partis pour gagner. OK. Euh, donc voilà, c'est ça que je trouve formidable dans des compétitions comme les 24 heures du Mans ou le Dakar, c'est que rien n'est gagné tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée. OK. Est-ce que tu suis un petit peu l'actualité du monde de la passion automobile au Maroc? Eh bien, écoute, je te suis toi déjà à travers tes différentes présences et ton média. Je suis quelques car spotters marocains, mais c'est à peu près tout. Donc, je sais pas si ça a évolué depuis que j'ai quitté le Maroc, D'accord. si ça. Tu vois, je te dis moi, quand j'étais au Maroc, ce que j'aurais adoré avoir, ça aurait été une fédération, un club qui me permette de rouler de temps en temps sur circuit, parce que malheureusement, ne pouvant pas rouler sur circuit, mais adorant la vitesse et la performance, bah, je me suis retrouvé à rouler vite en ville ou sur route ouverte, et ce qui est quand même la pire des choses, parce que au moindre problème, ça pardonne pas. Soit tu te fais très mal, soit tu fais très mal à des gens. Euh, Tout à fait. et à l'époque où j'étais au lycée, je sais pas, je pense que j'ai dû perdre au moins 3 ou 4 copains qui sont décédés dans des accidents de voiture parce qu'ils faisaient les cons sur la route. Et donc Ouais. voilà, ce qui me manquait, c'était vraiment une structure qui Un puisse encadrement. m'accompagner dans ma passion, parce que en France, dès que j'ai commencé à rouler sur circuit, je suis devenu la personne la plus calme du monde sur la route. Parce que en vrai, bah, c'est comme quand tu es boxeur, tu boxes pas dans la rue. Tout Et à fait. souvent, les boxeurs, les gens qui font des arts martiaux, qui pratiquent ce genre de sport, sont des personnes hyper zen par ailleurs. Et ben, c'est pareil avec le sport auto. Si tu te défoules sur circuit dans des conditions de sécurité optimales, quand tu rentres chez toi, tu es détendu. Ah bah, c'est bien que tu en parles. Alors, il faut savoir que quand tu étais au Maroc, une fédération et des clubs existaient, D'accord. sauf qu'il n'y avait pas de communication derrière. Et c'est le but et mon objectif derrière la création de sportautomoto.ma, c'est de D'accord. regrouper tout ce petit monde et pour pouvoir le médiatiser, pour le faire connaître, pour que les jeunes puissent avoir une plateforme qui les guide. Ok. Et alhamdoulilah, ça marche. C'est que Super. maintenant, tout le monde, quelqu'un qui cherche une information sur le sport auto ou le sport moto, il tombe sur sportautomoto.ma et on leur communique toutes les infos qu'ils souhaitent. Ok. Donc, ça, c'est déjà un bon point par rapport à la période qu'on a vécue, nous, où il n'y avait pas de communication. Pour te dire, moi-même, je découvrais des courses par hasard dans des quartiers. Ah si, j'ai vu quand j'étais petit. Alors, ça n'a rien à voir, mais je faisais de l'équitation. Je montais à cheval dans un club qui s'appelle le CAF. Euh, Oui, et je me souviens que une fois ou deux, mais je ne savais pas du tout que ça allait avoir lieu. Une fois ou deux, j'ai vu des courses de bagnole à cet endroit-là. Et je me souviens des bottes de paille posées dans les virages et des rangées de pneus, et des Simca 1000, des Simca 1100, des Proto, des barquettes qui roulaient, ou des R5 GT Turbo, j'ai même vu une R5 Turbo 2 ou 2 oui, rouler à cette époque. Euh, et ça m'avait mis des étoiles dans les yeux. Mon père savait pas trop d'où ça venait, qui organisait, comment. Donc, je restais 1 heure ou 2 le temps que la course se finisse. Et puis après, ça disparaissait jusqu'au. Peut-être un jour, j'allais les revoir. Mais mm, voilà, il me manquait comment je fais, si je m'y intéresse, comment je fais pour savoir quand ça a lieu, où ça a lieu, qui sont les pilotes, qui sont les écuries. oui. Ben, moi, c'est comme ça que je les ai trouvés et j'ai été demandé un par un où est-ce que je peux avoir l'info. J'ai rencontré les organisateurs, je leur ai posé la question, ils m'ont invité au club et c'est parti. Et maintenant, ça fait 20 ans que je suis dedans. Ah bah super. Et par rapport
à la passion de l'automobile au Maroc, tu as dit que tu suivais un petit peu des car spotters, peut-être des youtubeurs aussi. Est-ce que tu te rappelles de leur nom? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, sur YouTube, non, je suis personne, je crois. Leur nom, je vais essayer de te les retrouver. Je les ai pas en tête, mais je pense qu'il y en a un qui s'appelle Auto, Auto G-Spot Morocco. Ok, Euh, Ensuite, je me souviens pas plus de tous. Je pourrais te les dire. Il faut que je regarde mon flux Instagram, mais en tout cas, j'ai pas en dehors de sportautomoto.ma, j'ai pas une marque, un nom ou quelque chose de parfaitement identifié. Quand je tombe d'accord. dessus, je m'y abonne parce que je me dis, bah tiens, ça me permettra de me tenir informé, mais j'ai pas de truc bien précis en tête. D'accord. C'est bien la preuve qu'il manque un petit peu de lumière et de communication pour émerger. Tout à fait. Quelles sont les nouveautés du GDB pour 2021? Écoute, on va déjà continuer d'essayer de sortir une vidéo par semaine, chaque vendredi. Euh, Ce qui n'est pas toujours très facile parce que bah, il faut écrire, il faut tourner, il faut monter. Chaque vidéo du GDB que vous voyez, que ce soit le format à 5 minutes ou le format BRAP, qui est notre format d'essai de voiture sur circuit, euh, nécessite entre 4 et 8 jours de travail par vidéo. Du moment où on part de la feuille blanche, on écrit le script, et jusqu'au moment où la vidéo est prête. Donc 8 Et jours de ça inclut travail, les 4 personnes. bah, au moins 2 personnes. Au moins la personne qui essaye la voiture ou qui présente le sujet et Brice qui filme et monte la vidéo. Et si on est plusieurs à l'image, bah, ça implique peut-être 3, peut-être 4 personnes. D'accord. Mais euh, il y a cette notion de temps qui est incompressible et qui fait que déjà on va essayer de tenir la cadence d'une vidéo par semaine. On a des cool projets qui sont plutôt des projets business à côté, où justement le type de vidéo où on ne nous voit pas à l'image. On a des super trucs qui arrivent, notamment avec une marque de boissons énergisantes très connue, et des pilotes comme Sébastien Loeb, Sébastien Ogier. Donc, on voit qui c'est maintenant. On va tourner des super belles vidéos pour eux, et qui seront donc pas des vidéos GDB, mais des vidéos Red Bull. Donc ça, Ok, c'est un très gros projet de 2021, où on est à l'écriture, à l'organisation, au tournage. Voilà, enfin, j'y serai plutôt pour conduire une voiture travelling que pour être au volant. excellent. Et que penses-tu de l'idée d'un GDB, d'un épisode émission GDB au Maroc? Écoute, c'est une très bonne question et on y a pensé très tôt parce que bah, je suis marocain et je sais à quel point on a de belles routes, de beaux paysages. Tu y étais il n'y a pas très longtemps avec une moto, avec un trail, je crois, entre Tafraout et Taroudant. Oui, C'est une route que j'ai faite et que j'avais trouvée très très belle, un peu longue parce que bah, Google Maps se dit que tu en as pour 4 heures et en vrai tu en as plus pour 8. Euh, mais les routes sont sublimes, les paysages sont sublimes, tu as l'impression d'être sur la Lune parfois, tellement oui, c'est tout à fait. magnifique. Et donc dès que le Garage et Blog a commencé à se structurer, à grossir très rapidement, moi j'ai semé la graine auprès des copains. Il faut absolument qu'on aille au Maroc, il faut qu'on tourne une vidéo là-bas. Oui, Mais quand j'ai appelé mes potes qui vivent au Maroc pour leur demander s'ils connaissaient des prestataires sur place, si on pouvait faire voler un drone, très rapidement ils m'ont expliqué que tourner des vidéos au Maroc c'est très compliqué et que si tu te balades avec une caméra dans la rue ou si tu te balades avec une caméra, encore plus si tu es dans la zone sud du Maroc qui est hyper intéressante ou si tu n'es pas très loin d'une administration, d'un palais, en fait, pour toutes ces raisons de complexité liées aux autorisations et au fait de filmer, qui pour nous aujourd'hui est devenu quelque chose de basique, de simple, on se balade tout le temps avec des caméras et des GoPros posés partout, et ben ça nous a un peu refroidi parce que s'il est compliqué de filmer au Maroc, eh ben, je pense qu'on va se faire arrêter au bout de la 3e minute. Parce que, comme je te dis, quand on se filme, on a au moins 2 GoPros à l'intérieur de la voiture, 2 GoPros à l'extérieur, un drone qui vole au-dessus et une voiture travelling qui nous filme. Donc, oui, on est une cible où c'est écrit vite, arrêtez-les. Donc, si un jour j'arrive à débloquer ce point mhm. de on peut filmer au Maroc, et ben évidemment, on viendra filmer au Maroc. Les routes sont sublimes, les paysages sont sublimes. On a un pays magnifique qui fait de la côte, de la montagne, du désert. Il y a tout ce qu'il faut pour. En une journée, tu peux donner l'impression d'avoir fait le tour du monde. Tout à fait. Il y a Alors, par quelques anciens rapport, circuits aussi.
Peut-être qu'on peut filmer sur les circuits plus facilement, je ne sais pas. En fait, j'en suis trop loin pour savoir comment organiser ça. En tout cas, il y a de belles choses à faire ici, et même par rapport à cette histoire de tournée au Maroc, c'est des autorisations à demander au préalable, et puis ça y est, on est. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à travers ma société et Ok. notre association et tout. Eh Donc, ben, écoute, avec plaisir. voilà, par rapport à ça, c'est faisable. Ok. Eh ben, écoute, deux solutions. Soit la prochaine fois que tu participes ou que tu organises un événement, tu veux une couverture vidéo, média de la part du GDB, eh ben, tu nous bloques une place dans une voiture, en conducteur, en passager, en que sais-je, et puis on vient et on fait une super vidéo. Ou alors, demain, tu as une idée ou j'ai une idée de contenu euh, qui n'est pas lié à un événement. Je sais pas, moi, faire Casa Marrakech par la piste à moto. Et ben, pourquoi pas? Pourquoi Tout pas? à fait. Donc, des choses à développer. Et une question assez personnelle. Quelle voiture a, a ou va remplacer ton Impreza? Ah, la Subaru. J'aimais beaucoup cette voiture, vraiment. C'était la voiture à la fois pour s'amuser le week-end, mais aussi la voiture de la famille la semaine, et la voiture travelling pour le GDB. C'est une voiture qui D'accord. est. C'était ta voiture. Ah, c'était ma voiture du quotidien. Ouais. Ma voiture du quotidien. Quand on allait avoir notre deuxième enfant avec ma femme, j'ai pas voulu acheter un monospace. Je me suis dit, je vais acheter une 4 places qui permet à la fois d'être familiale et sportive. Alors, c'était D'accord. une bonne et une mauvaise idée. Ouais. Parce que parce qu'une Subaru Impreza c'est super, mais c'est une mécanique fragile quand même. T'as beau entretenir exactement comme il faut, la mienne je l'ai eu 2 ans et demi et j'ai fait un moteur. Euh, et D'accord. parce que ça aime pas la surchauffe, ça aime pas les surrégimes, c'est assez fragile, mais quand ça marche, c'est formidable. Euh, Oui. c'est redoutable, c'est pas très puissant, elle faisait 230 chevaux. En revanche, dès qu'il y avait un flocon de neige, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Je mettais mes pneus hiver et puis je me prenais pour Colin McRae sur les petites routes de campagne. Et arrivé un moment où elle est devenue trop petite parce que les enfants grandissent et qu'il faut charger plein de trucs dans la voiture. Elle consommait beaucoup aussi, c'est une Subaru, il faut savoir que c'était même pas une STI, hein, c'était une WRX, donc elle faisait 230 chevaux. Et en conduisant tranquille, soft, sans jamais taper fort dedans, sur du trajet en ville, c'est plutôt 14-15 litres au 100. Oui. Je l'avais mise à l'éthanol. Donc, l'éthanol, c'est un carburant où il y a 85% d'alcool de betterave ou de pomme de terre à la place du pétrole et qui coûte beaucoup moins cher, donc qui coûte la moitié du prix du sans-plomb. Euh, D'accord. donc, tu fais une reprogrammation sur ton moteur pour que la gestion sache faire le mélange air-essence. Mhm. Et ça marchait très bien, mais elle était plus pratique du tout pour nous. Donc, je l'ai revendue à quelqu'un qui est passionné et qui s'en occupe super bien aujourd'hui. Et j'ai acheté une série 3 break. Série 3 break. Ah, c'est pas mal. En C'est très diesel? bien. En diesel, 320D, X-Drive, boîte automatique. Le truc Ah, tu confort. vas remarquer une grosse différence en termes de budget de poche. Ah bah, c'est sûr, d'entretien, d'essence, de consommables, de tout. Et puis de confort aussi, parce que mine de rien, avec le GDB, on est amené à faire pas mal de routes pour se rendre sur nos lieux de tournage. Et la Subaru, l'autoroute, c'était pas son fort, hein. Ça fait beaucoup de bruit, c'est pas très insonorisé. Donc là, ça me change la vie de faire des heures d'autoroute dans une voiture insonorisée, confortable, avec tout le confort actuel. Donc non, c'est un diesel qui fait 180 chevaux ou un peu plus, je crois, une boîte automatique 8 rapports. Et ça permet de faire les travelling aussi en vidéo. Parce que même si on filme des voitures qui font 500 chevaux, en fait, on n'a jamais besoin de rouler à 200 km/h. On est plutôt entre 80 et 110 km/h, les caméras fixées avec des ventouses sur l'arrière de la BMW qui filment les voitures sur le circuit. Et tu penses aussi changer ta Subaru? Quand je dis changer, c'est-à-dire Ah, avoir une remplaçante, une voiture de une sport. voiture de sport, oui, oui, oui. Écoute, c'est prévu. J'aimerais une petite voiture légère, agile, qui soit purement sportive. Donc, il y a de grandes chances que ce soit une Caterham, que ce soit une Lotus, peut-être une MX-5 complètement vidée, arsautée et un peu optimisée. Mais voilà, l'idée c'est 800-900 kilos maximum, 200 chevaux maximum et avec une mécanique simple. L'avantage des Caterham aussi, c'est que c'est un moteur Ford, c'est un litre 6 ou un 2 litres Ford qui existe depuis 30 ans, qui est incassable. Je veux pas d'une voiture de sport
Je veux plus, après avoir eu la Subaru, d'une voiture de sport qui nécessite d'apporter des soins hyper spécifiques et hyper particuliers. Je veux une voiture qui marche pour son châssis, pour son poids, et que le moteur, ce soit juste ce qui entraîne. D'accord. Alors, ma prochaine question, est-ce que tu es moteur diesel, essence ou électrique? Et ben, aujourd'hui, à la maison, on a les trois. Ah, d'accord. On a les trois. L'ABM est un diesel, un 2 litres turbo diesel. On a une Fiat Panda essence qui se prête beaucoup plus au trajet urbain quand on va chercher le pain, chercher les enfants à l'école. C'est un petit moteur essence, 1 litre 2, je crois, qui doit faire 60 chevaux et qui donc est plus facile à garer. C'est pas grave si on me la raye, si quelqu'un se cogne le pare-choc, c'est embêtant, mais moins qu'une grosse voiture. Et pour mes trajets du boulot, comme je fais beaucoup d'allers-retours sur Paris, j'habite à une trentaine de kilomètres de Paris, j'ai un scooter électrique. Scooter électrique. Ouais. Ok. Ça marche bien. Un BMW C Evo, ça marche super bien. Euh, Hmm. ça accélère aussi fort, même plus fort qu'un T-Max de chez BMW. Et pour autant, tu peux le conduire avec ton permis 125. Tu n'as pas besoin d'avoir le permis moto. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien ça. C'est Ok. un super véhicule, ça accélère très fort. T'as entre 60 et 90 km d'autonomie en fonction de ta conduite. Donc tu fais l'aller-retour, tu le Donc, recharges à la maison. bah même quand je vais chez des clients et s'il y a une prise, je recharge. Quand tu roules en Ok. électrique, en fait, dès que tu trouves une prise, tu te branches. Comme ça, tu es tout le Ah, temps, tu optimises tout le temps. Mais oui, je fais l'aller-retour. J'ai mes 45-50 km d'aller-retour dans Paris. Je peux encore tourner un petit peu et je reviens et je charge. ok. Tu Mais es si je devais en plutôt. choisir qu'un, si je devais en choisir qu'un, le diesel pour la route, l'essence pour s'amuser et l'électrique pour la ville. Parfait. Tu es plutôt moteur Atmo ou moteur turbo? Eh ben, ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui râlent parce que les moteurs de plus en plus sont suralimentés, qu'il y a des turbos. Alors déjà, la technologie des turbos existe depuis très longtemps. Donc, il faut arrêter de dire que c'est à cause du downsizing, ça en fait partie, mais je sais pas, le fait que toutes les 911 soient turbo aujourd'hui, ça m'embête pas plus que ça. Ça te met du couple à bas régime et, 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 et- et les motoristes savent faire des trucs qui fonctionnent bien. Je sais pas si tu as déjà eu la chance d'essayer une Ferrari récente. Euh, Leur V8 biturbo est conçu comme un Atmo. Ça monte très haut dans les tours, le pic de puissance est très en haut dans les tours, et le couple arrive très progressivement. Donc, en fonction de la façon dont tu le règles, ton moteur turbo, il peut avoir un super agrément et se comporter presque comme un atmosphérique. Maintenant, rien ne remplacera un flat 6 qui prend 9500 tours minute en atmosphérique. Rien ne remplacera un V8 Ferrari de la 458. C'est sûr. C'est pour la sonorité, pour le fun et le plaisir, un atmosphérique. Pour Voilà. pour la performance et le rendement, un turbo. Oui, tout à fait. Alors, tu es plutôt traction, propulsion ou quatre roues motrices? Les trois, ça dépend ce que tu veux faire avec. Ça dépend ce que tu veux faire avec. Quatre roues motrices, c'est super. Bah, ma BMW est quatre roues Anti-neige. motrices. Ouais, quand il neige, c'est génial. Mais encore une fois, ça dépend comment tu aimes t'amuser avec une voiture. Tu peux faire glisser n'importe quelle voiture, traction, quatre roues motrices ou propulsion. Si tu sais mettre ta voiture, la placer sur le frein, la faire pivoter, tu peux drifter avec une Mégane RS. Parce que c'est réglé pour avoir un train arrière joueur. Tu peux drifter avec une quatre roues motrices et tu vas faire des drifts, le volant droit comme en groupe B à l'époque. Tu peux drifter avec une propulsion et tu seras en butée de volant. Chacune apporte un plaisir différent. Et après, au quotidien, euh, allez, s'il faut en choisir qu'une, une propulsion. Ok, Parce que tu veux t'amuser, celle avec laquelle tu t'amuseras toujours le plus, c'est une propulsion, même si tu as très peu de chevaux. tout à fait. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre questionnaire. Je vais te poser une dernière question, une avant-dernière question, entre parenthèses. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos abonnés et aux passionnés marocains qui te suivent sur le GDB? Ce que j'aimerais vous dire, c'est d'abord, si vous aimez les voitures de sport et la performance, trouvez une façon de rouler en toute sécurité. Alors, j'ai passé des années à dire à mes parents, à mes amis, à mes proches que je conduisais bien et que donc je ne risquais rien. Et en fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte avant de parler du niveau de pilotage que c'est impossible d'affirmer qu'il ne t'arrivera rien parce que tu es bon pilote. Euh,
Et si être bon pilote suffisait, eh ben, aucun des pilotes professionnels qu'on regarde, qu'on suit, qu'on aime, ne ferait jamais d'accident. Et pourtant, il se crache tout le temps. Sébastien Ogier a détruit sa voiture en WRC il y a quelques jours. Et pourtant, il est 6 fois champion du monde, je crois, des rallyes. Euh, Ensuite, il y a l'usure de tes pneus, de tes freins, l'état de la route, tout le reste. Et le problème, c'est que si tu te plantes, bah, tu risques de faire mal à d'autres gens. Et ça, c'est encore plus grave parce que toute ta vie, tu vivras avec la douleur, la souffrance d'avoir blessé ou pire, fait du mal à quelqu'un. Donc, essayez de rouler dans des conditions de sécurité optimales, à savoir, si vous vous plantez, vous êtes le seul à vous faire mal et pas de mal aux autres. Et ensuite, si vous êtes passionné par l'automobile et le sport auto ou la moto, il ne faut pas forcément viser le plus gros, le plus cher, le plus puissant. On peut faire des voitures très rigolotes. À l'époque, moi, quand j'étais encore au Maroc, comment ça s'appelait? Marina Auto avait lancé une formule avec des Palio, avec des Fiat Palio sur lesquels ils avaient mis un arceau. C'était pas Marina Auto, c'était Guzzo. Guzzo, Guzzo. Menara Auto. Menara Auto. Alors, c'était pas, il y avait un truc qui n'était pas génial, c'est qu'ils les avaient homologués route et que du coup, c'était devenu des voitures de route. Et on en voyait rouler partout dans Casablanca comme s'ils étaient sur des circuits. L'idée de départ était bonne, hein, faire une voiture avec laquelle tu peux te rendre sur le circuit par la route et rouler sur le circuit. Mais les jeunes pilotes l'utilisaient plus pour faire les fous en ville. Mais la formule était super bonne. Une voiture pas très chère à la base, un arceau, des gros freins, des gros pneus, et ça marche. Ça marche, ça suffit pour s'amuser. Donc, si vous aimez bien la performance, essayez de vous faire des projets de voitures de sport pas trop chères. Achetez une voiture à 40, 50 000 dirhams. Tant que ton moteur est en bon état, tes trains roulants sont en bon état, tu la vides, tu mets un arceau pour ta sécurité et va sur circuit t'amuser. Il n'y a rien de mieux que ça. Oui. Et ensuite, si vous voulez travailler dans ce domaine, ne lâchez rien. Réfléchissez à tous les chemins qui peuvent vous y emmener. Le jour où j'ai créé mon premier blog avec mon collègue de l'époque, je me disais dans un coin de ma tête que peut-être ça me permettrait d'arriver à devenir l'essayeur automobile que j'avais toujours rêvé d'être. Et bah, ça a marché. Ça a marché. Excellent. Un dernier mot, Terija. La même chose. عندكم في الطريق تهلاو في راسكم تهلاو في الاخرين عندكم l'automobile c'est quelque chose de très dangereux, c'est extrêmement amusant, mais ما تنساوش c'est un véhicule qui pèse plus d'une tonne et qui est limité par les lois de la physique, voilà, qui peut vite devenir une arme. عندكم vraiment. Merci beaucoup, Saad Benchamsi, d'avoir répondu présent à notre invitation. Mais de rien, Karim Medkoli, c'était avec plaisir. Le but étant de toucher le maximum de monde pour te faire connaître au niveau national. Et je suis sûr qu'il y aura pas mal de choses à faire entre le GDB et le Maroc, parce qu'il y a de belles choses, de belles routes, de belles opportunités, et on fera en sorte que ça se réalise. Mais pour avec aussi, plaisir. Le public marocain au Maroc. Avec plaisir, ce serait un honneur de pouvoir venir tourner des vidéos ou produire du contenu au Maroc, vraiment. Comme je te le disais, j'étais un peu frileux par rapport aux autorisations. Je serais ravi de pouvoir venir couvrir le rallye du Maroc ou de pouvoir couvrir un rallye classique ou de pouvoir couvrir n'importe quelle compétition, n'importe quel truc où il y a des gens qui vivent leur passion des sports mécaniques. Donc, avec plaisir, voyons comment on peut organiser ça. Si vous voulez me suivre ou nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on a un compte qui s'appelle gdb.tv. Sur YouTube, c'est gdb tout court. Sur Facebook, ça s'appelle Garage des blogs. Et c'est déjà pas mal. Et le site internet, c'est gdb.tv. D'accord. Merci beaucoup, Saad. De rien, Karim. Bonne semaine. À toi aussi. À très bientôt.